Bonjour Laurence. Donc on est ici aujourd'hui réunis pour parler de la bioélectronique. Vincent, pour nous, on la connaît bien pour tout ce qui est agricole, donc plantes et animaux. Par contre, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout exploré dans les vidéos, c'est là où est vraiment ton expertise, à savoir la bioélectronique pour soigner les humains. Et donc on voulait que tu nous en dises plus sur ce sujet. Et la première question tout d'abord, c'est qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'es formé et comment tu as appris à poser un diagnostic vis-à-vis d'êtres humains qui ont des pathologies ou des symptômes. Oui, alors, qui je suis bon voilà, je m'appelle Laurence Gallet, je suis vendéenne et j'ai été amenée à faire de la bioélectronique tout simplement par l'école de naturopathie. Il faut savoir en fait que la bioélectronique fait partie des 10 techniques qui sont enseignées dans toutes les écoles de naturopathie, puisqu'on a un tronc commun. Hein. Donc tous les naturopathes entendent parler de bioélectronique. Alors je n'y ai pas échappé. Donc j'ai entendu parler une journée, c'est souvent une demi-journée et une journée dans tout le cursus de 3 ans d'un naturopathe, la bioélectronique. Il n'empêche que j'étais admirative devant cette technique. Tout de suite, ça m'a parlé. Je pense parce que je suis quelqu'un à la base avec un esprit quand même scientifique, je peux mettre entre guillemets, mais j'aime bien pouvoir vérifier des choses, voilà. Donc déjà, ça m'a plu parce qu'il y avait le côté mesure. Et puis cet esprit, ce côté très logique, voilà, la façon dont est présentée la bioélectronique traditionnellement. Il y a ce côté très logique, binaire, et voilà. Tout de suite, je me suis dit, oh là, ça c'est quelque chose qui va m'intéresser. J'ai tout de même fini mon cursus de naturopathe, et puis très vite, les premières consultations, je me suis dit, oh là là, il me manque quelque chose pour appréhender le patient. Je ne peux pas me fier que à ce qu'il me dit. Il me faut quelque chose, quoi. Et n'étant pas médecin, nous, on peut pas faire de prise de sang ou de quoi que ce soit. Et donc là, je me suis dit, mais j'ai la bioélectronique, je pense que ça va être un outil, ce sont des mesures, et je vais pouvoir travailler sur des mesures, corrélées à ce que me dira le patient. Mais donc voilà, c'était peut-être aussi pour me rassurer. Donc j'ai acquis l'appareil très vite, au bout de vraiment quelques mois d'installation. Et puis très vite aussi, je me suis aperçue que la théorie ne collait pas avec la pratique, comme souvent. Voilà, il y a toujours des hicks, des couacs. Et puis là, j'ai eu 2 possibilités, 2 solutions. C'était soit je mettais en doute la technique, je mettais en doute la théorie, en me disant en fait non, c'est nul, enfin ça marche pas. Soit j'essayais de fouiller un petit peu ce que venaient me dire les mesures, et c'est évidemment ce chemin-là que j'ai choisi. Et je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi mes mesures me montrent autre chose que ce qu'il y a en fait dans les livres de théorie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, à essayer de corréler, essayer de comprendre. Et puis d'année en année, et puis je dirais la vie est bien faite parce que la vie m'a amené des patients qui avaient des problématiques bien particulières et qui m'amenaient des mesures bien particulières justement pour me faire réfléchir. Puis j'ai un esprit de chercheuse aussi, je pense. Hein. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, je me suis dit mais il faut vraiment, cette technique est absolument géniale. J'ai jamais douté de la technique. Et je me suis dit il faut vraiment que j'essaye de corréler ces mesures vraiment à la physiologie. J'avais vraiment besoin de comprendre ce que je mesurais, mais d'un point de vue physiologique. Quand je mesure un pH urinaire, qu'est-ce que je mesure au bout du compte, voilà. Et puis voilà, mon esprit de chercheuse a fait que voilà, je me suis mise à réfléchir, à faire énormément de recherches. Et puis d'année en année, j'ai fait évoluer cette technique. Et puis j'ai compris aussi que la façon dont la bioélectronique était présentée traditionnellement, avec les 4 cadrans, donc le terrain représenté par le sang, je me suis dit que c'était trop réducteur et que ça ne collait pas à la physiologie. Et puis qu'on avait autre chose à comprendre finalement dans ces mesures.
Voilà. Et j'ai compris que les pH et les RH2 étaient corrélés et qu'il fallait aussi tenir compte de ça. On ne pouvait pas travailler que sur le pH ou que sur le RH2. Et puis j'ai travaillé un petit peu là-dessus et je me suis aperçue que quand on corrélait les pH et les RH2, autant à l'horizontale, comme je dis, sur le sang et puis à la verticale donc les pH entre le sang, les urines et RH2 entre le sang et les urines, enfin dans tous les sens, je me suis aperçue que j'avais énormément d'informations qu'on n'avait pas auparavant. Et c'est ce que j'ai nommé, effectivement, la bioélectronique dynamique. C'est une lecture dynamique qu'on va avoir. Et donc à ce moment-là, j'ai créé la bioélectronique rénovée. Donc c'est une bioélectronique que je dirais appliquée. La bioélectronique rénovée, parce qu'on me demande souvent ce que c'est que la bioélectronique rénovée, c'est une bioélectronique clinique. C'est une bioélectronique appliquée à la clinique. Voilà. Et puis surtout, cette lecture dynamique dans tous les sens. Voilà, on verra tout à l'heure sur des exemples comment je vais mettre en corrélation toutes ces mesures pour m'apporter un maximum d'informations. Donc, j'ai donc créé cette bioélectronique rénovée. J'ai formé quelques personnes. Il y a quand même quelques thérapeutes qui sont formés à la technique de la bioélectronique rénovée. On a un petit groupe de thérapeutes. On a créé un site internet, donc c'est bevr.fr. Il n'y a pas forcément grand chose sur le site. Il y a un petit peu notre démarche. Voilà, qu'est-ce que nous on fait. Et puis ça positionne les thérapeutes qu'il y a sur le territoire. Hein. Pendant toutes ces longues années, donc ça fait 18 ans que je suis bioélectronicienne, entre mes toutes premières mesures et aujourd'hui. Ça fait environ 18 ans que je fais de la bioélectronique, que je mesure. Hein. J'ai rencontré Jeanne Rousseau à plusieurs reprises. Jeanne Rousseau habitait à peu près une demi-heure de chez moi. J'ai eu vraiment la chance de côtoyer cette grande dame. Pas aussi souvent que je l'aurais souhaité, je le regrette, mais c'est comme ça. Elle est peut-être partie trop tôt pour moi. Donc voilà, j'ai pu m'imprégner un petit peu de la pensée de Jeanne, que j'essaye de retransmettre dans ce que j'ai pu comprendre, puisque Jeanne Rousseau était visionnaire, vraiment un personnage plus qu'extraordinaire. Je pense qu'elle aura ses heures de gloire d'ici quelque temps, je le souhaite. Et puis, je me suis formée surtout avec la clinique finalement. C'est vraiment, j'ai remercié mes patients de m'avoir fait confiance et ce qui m'a permis finalement de comprendre plein de choses grâce à eux. C'est bien parce que j'ai eu des patients. Pendant ces 17 ans, j'ai pu aussi écrire 2 livres. Donc le premier qui est très simple. Donc c'est ce premier petit livre ici, donc qui s'appelle Votre santé vous appartient. Donc le titre est très significatif, puisque je pense que vous allez le comprendre au cours de la conférence. Mon but en tant que bioélectronicienne, c'est de redonner la main en fait aux patients. Le thérapeute, quel qu'il soit, ne doit pas avoir le pouvoir, ne doit pas avoir le savoir sur l'autre. C'est celui qui sait, c'est le patient. Combien de fois j'ai dit à mes patients, mais vous savez mieux que moi ce dont vous souffrez, vos ressentis, etc. Et le thérapeute bioélectronicien doit redonner la main, doit redonner le pouvoir en fait à la personne pour qu'il puisse se prendre en charge, dans certaines limites bien entendu, hein, mais aussi on est là pour ça. Et donc ce petit livre-là, en fait je vais lui dire, au bout d'un moment, quand vous recevez des patients et vous dites toujours la même chose, je dis bon, j'en ai marre de raconter toujours la même chose. Donc en fait, je vais écrire un livre simple pour donner les conseils de base qu'on appelle du redressement de terrain. Voilà. Donc ça concerne l'alimentation, l'eau, l'environnement, l'électromagnétique surtout. Et puis tout le monde va lire ce petit livre. Et puis comme ça, quand ils viendront me voir, ils auront au moins fait un premier travail. Et puis moi, je pourrais vraiment m'attaquer aux problématiques un petit peu plus dures. Bon, ça va pas forcément fonctionner comme je le souhaitais. Voilà, parce que c'est vrai que cette notion de terrain, elle est encore pas simple. Elle est encore pas simple à entendre. Voilà. Donc,
voilà, ce petit livre tout simple sur l'alimentation, l'eau et puis l'environnement. Et puis après, j'ai commencé quand même à faire des formations. Il y a plusieurs thérapeutes qui m'ont dit, Laurence, il faut vraiment que tu nous enseignes ton savoir. Et donc j'ai commencé à faire des formations pour les thérapeutes. Voilà. Et puis après, il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais Laurence, il faut vraiment que tu écrives un livre pour la postérité. Donc c'est vrai qu'il y avait jusqu'à présent, et je crois que c'est encore le premier qui existe, hein, il n'y a pas eu vraiment de livres qui ont été écrits sur les bilans et sur le déchiffrage des bilans. Hein. Il y a quand même plusieurs ouvrages sur la bioélectronique, plus ou moins pointus, parce que la bioélectronique c'est physico-chimique, hein, donc on peut expliquer ce que c'est qu'un pH, un RH2, ça reste de la théorie. Hein. Là, je me suis vraiment attachée à faire un livre sur de la clinique. Moi, je suis une clinicienne. Voilà, je suis sur le terrain et du terrain vont remonter des compréhensions et de la théorie. Hein. Mais je pars du terrain pour essayer de comprendre quelque chose. Et donc, ce livre-là, je me suis dit, j'ai envie de vulgariser la bioélectronique par des bilans. Donc il y a une petite partie théorique parce que c'est compliqué hein, de ne pas parler de théorie, mais il y a essentiellement des bilans dedans où je déchiffre les bilans juste pour faire comprendre tout ce qu'on peut ressortir d'un bilan. Alors c'est pas parce que vous allez acheter ce livre que vous allez devenir bioélectronicien. Attention, faut voilà un petit peu de pratique quand même. Mais voilà, j'avais décidé de faire ce petit livre pour essayer de vulgariser la pratique des bilans. Hein. Donc, jusqu'en 2019, j'avais un cabinet libéral où je recevais, donc je suis connue quand même sur le territoire français pour faire des bilans bioélectroniques. J'ai décidé, c'est vrai, d'arrêter mon activité libérale pour me consacrer uniquement à la formation. Voilà, j'ai dit que les deux grands piliers dans ma vie professionnelle, c'est la formation et la recherche. Je pense que j'ai un esprit de chercheuse, j'ai vraiment envie de faire de la recherche, s'il me reste un petit peu de temps, on verra. Donc là, depuis 2020, je ne fais que de la formation. Donc là, la formation, c'est effectivement pour les thérapeutes, donc thérapeutes tout confondu. Hein, ça peut être des kinés, des ostéos, des infirmières, des naturopathes. C'est vraiment tous ceux qui touchent à la santé humaine d'une façon ou d'une autre, ou pas du tout. Voilà, parce que je pense que quand on est bioélectronicien, on a suffisamment d'outils, vous allez le voir après, pour remettre en route un organisme. Hein. Étant bioélectronicienne, on s'aperçoit finalement que la bioélectronique, elle touche tous les domaines de la vie, puisqu'on a les mêmes principes, on a les mêmes outils, on a les mêmes principes, on a la même logique, on a la même compréhension pour tous les domaines de la vie. Et donc du coup, je me suis intéressée à la bioélectronique animale et puis j'ai fini par m'intéresser à la bioélectronique du sol, des plantes. Alors voilà, c'est pas forcément mon premier mon premier travail, mais c'est juste pour faire comprendre que finalement la bioélectronique s'applique à tous les domaines du vivant, hein, et que en étant bioélectronicien, finalement, on peut utiliser cette technique dans son jardin potager ou sur ses animaux de compagnie, ou une fois qu'on a compris cette technique, elle s'applique vraiment à tout le vivant. Hein. Donc voilà mon parcours. Et donc, tu disais que tu étais sur le terrain, mais on peut faire en quelque sorte un jeu de mots là-dessus, parce que la notion de terrain, c'est quelque chose que tu étudies beaucoup dans la bioélectronique, et donc la question suivante, qui coule sur tout ce que tu as dit jusqu'à présent, qu'est-ce que c'est cette bioélectronique, et qu'est-ce que c'est que cette notion de terrain sur laquelle reposent les mesures de bioélectronique et donc le diagnostic par la suite. Voilà. Alors c'est vrai que la notion de terrain, qu'est-ce que c'est que cette notion de terrain? Qu'est-ce que c'est que la bioélectronique et qu'est-ce que c'est que le terrain? C'est vrai que quand on n'a jamais entendu parler du terrain, on peut penser que c'est le terrain, c'est le potager, quoi. Hein. Il n'empêche que ça revient un petit peu au même. Hein. Alors la bioélectronique, il y a plein de façons, plein de façons d'en parler.
Il y a plein d'angles de vision, donc je vais en prendre un, parce que, voilà, pour essayer de dérouler un petit peu. Je vais commencer par une phrase qui a été donnée par Galilée, donc ça date, voilà. Et Galilée disait il n'y a de véritable science que dans le mesurable. Quand je suis tombée sur cette phrase-là, je me suis dit, mais ça c'est de la bioélectronique en fait. C'est-à-dire que la bioélectronique, elle part de la mesure. Quand j'ai dit tout à l'heure, moi je suis une clinicienne, je suis d'abord sur le terrain, c'est par mes mesures que je vais en déduire des choses, que je vais avoir de la compréhension. Donc on ne peut pas être bioélectronicien sans faire de mesures. Pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Donc la bioélectronique, elle part de la mesure. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure 3 choses, donc c'est extrêmement basique. On va mesurer le pH. Alors, tout le monde connaît, malheureusement, on va dire, ou heureusement, j'en sais rien. Tout le monde connaît l'équilibre acido-basique. Tout le monde en parle, enfin connaît, c'est un bien grand mot. Tout le monde en parle de l'équilibre acido-basique, mais malheureusement, je lis quand même beaucoup de bêtises. Hein. En tout cas, voilà, on va mesurer le pH, donc on va mesurer les équilibres effectivement acido-basiques dans les organismes. Alors c'est vrai que tout au long de la conférence, quand je vais dire les organismes, ce sont tous les organismes vivants. Donc les plantes, les animaux, les humains. Hein, la technique est la même. Donc on va mesurer le pH, on va mesurer le redox, voilà, et on va mesurer la conductivité et la résistivité. Je ne vais pas définir ces 3 paramètres. Il y a des formations qui sont là pour ça. On somme sur des paramètres physico-chimiques. C'est compliqué. C'est pas le but vraiment c'est pas le but de la conférence. Le but de la conférence, c'est vraiment d'ouvrir l'esprit et de montrer un petit peu ce que c'est que cette bioélectronique. Donc, on va mesurer ces 3 paramètres. Pourquoi on mesure ces 3 paramètres? Tout simplement parce que la vie, ce n'est qu'un échange de protons et d'électrons. Au bout du compte, quand un organisme fabrique de l'énergie, puisque c'est l'énergie qui nous anime, l'organisme peut fabriquer cette énergie en échangeant des protons et des électrons. Donc tout organisme vivant, en fait, fait de l'acido-basique et fait de l'oxydoréduction. Voilà. Et c'est pour ça que la bioélectronique est absolument géniale, est à la base du système vivant, parce que la bioélectronique mesure la vie. Voilà, on ne fait que ça. Qu'est-ce que c'est que cette notion de terrain? La notion de terrain, c'est en fait tout le génie de Louis-Claude Vincent, c'est qu'il a pu s'apercevoir, il a pu comprendre que chaque forme de vie avait, comment dire, un terrain bien particulier pour pouvoir se construire et évoluer. Hein, donc c'est les fameux 4 cadrans, les 4 terrains qu'on voit traditionnellement quand on ouvre un livre de bioélectronique. Hein, on va toujours voir ces 4 terrains, acides, réduits, oxydés, etc. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'en fonction du pH et en fonction du redox et ou du RH2, ça va être favorable à l'éclosion d'une forme de vie. Et que quand on peut, comment dire, faire évoluer un virus, on ne peut pas forcément faire évoluer un champignon. Parce que les terrains sont différents. Alors plus ou moins, on est bien d'accord, il y aura toujours des exceptions. Donc ça c'est la première chose, c'est ce premier terrain. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque organisme vivant va maintenir un équilibre, va maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. Et l'homéostasie est régulée par le pH et le redox. Il faut toujours un certain niveau, entre guillemets, d'échange acido-basique et d'échange oxydoréducteur pour maintenir l'homéostasie. Donc chaque organisme vivant a sa propre homéostasie. Voilà, une plante a une homéostasie, je ne sais pas comment je pourrais vous dire, donc sur, je ne sais pas, elle est à 200 millivolts, bon, voilà ce que je veux dire. À partir du moment où l'organisme vivant se décale de ses paramètres homéostasiques, il devient favorable
en fait, à l'éclosion d'une maladie. Parce que du coup, il va se décaler d'un côté ou de l'autre, et on sait que par ici, eh ben, c'est favorable aux bactéries. Par ici, c'est favorable au virus. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on n'attrape pas une maladie. On n'attrape pas. On dit j'ai chopé un virus. Ben non. Voilà, c'est peut-être un scoop, mais non, vous ne chopez pas, vous ne pouvez pas attraper un virus. On va lui permettre de se développer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir nos propres paramètres qui vont être décalés et à ce moment-là, qui vont être favorables au développement du virus. Voilà. Donc ça, on est sur des maladies aiguës, virus, bactéries, etc. Sur des maladies chroniques, donc les pathologies de dégénérescence, etc., c'est pareil. Hein. On est sur quelque chose qu'on permet. Donc on a une part de responsabilité dans le développement des maladies. Donc la notion de terrain, c'est ça. C'est je maintiens mon homéostasie, et si je n'arrive pas à maintenir mon homéostasie, je vais permettre le développement des maladies. Hein. Il y a une autre chose qui est importante à comprendre en bioélectronique, c'est que quand on mesure des équilibres acido-basiques ou des équilibres oxydoréducteurs, ça c'est possible grâce à des différences. Il y a des différences de gradient, des différences de concentration de protons ou d'électrons. Et pour avoir des différences de gradient, automatiquement, il faut des membranes, il faut des compartiments, il faut des séparations. Et ça aussi, c'est important à comprendre. Parce que si on a quelque chose de plan comme ça, il n'y a pas d'échange possible. L'échange se fait parce que on a des différences. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette bioélectronique, elle va s'appliquer à tout le monde, mais à un niveau sociétal. Voilà. Si on veut avoir, alors quand je faisais des petites conférences avant, je mettais deux petits canards qui se chamaillaient. Et pourquoi je mettais ces deux petits canards qui se chamaillaient? Parce que je disais dans un couple, si vous êtes tout le temps d'accord, normalement, on n'avait pas d'échange. Vous ne parlez plus, parce que de toute façon, vous êtes tout le temps d'accord. Hein. Donc il faut bien avoir des différences pour qu'il y ait de l'échange. La vie, elle n'est faite que de ça. La vie, elle se crée grâce à des différences et grâce à des compartimentations. Si on n'a pas de frontières, et on voit bien qu'on n'est fait que de frontières, donc il y a les frontières géographiques et il y a des différences entre un Vendéen et quelqu'un du Sud. On a des différences de langage, mais bon, voilà, c'est ce qui permet aussi de discuter. Mais voilà, il y a la peau, c'est une première barrière. Et puis après, on n'est fait que de barrières. Et ces barrières-là permettent des échanges toujours de part et d'autre. Et en fait, quand on mesure de la bioélectronique, quand on mesure des potentiels acido-basiques oxydoréducteurs, c'est ce qu'on mesure. On mesure la capacité d'échange. Et la vie, elle n'est faite que de ça. Vraiment. Des échanges de protons et d'électrons. Hein. Alors, pour revenir sur cette notion de terrain, c'est vrai qu'il y a une phrase, donc c'est un petit clin d'œil à un ami qui me sort souvent cette phrase-là, qui dit, la phrase dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et ça représente énormément la bioélectronique et surtout le paradigme dans lequel on est actuellement. Donc moi je vais juste transformer un petit peu cette phrase. Et je vais dire quand la médecine montre le doigt, regarde le doigt, la bioélectronique montre la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je dis médecine, c'est la médecine humaine, c'est la médecine vétérinaire, c'est la médecine du sol. Pourquoi? Parce que quand on regarde le doigt, on regarde le symptôme en fait. Alors que la bioélectronique va avoir un regard beaucoup plus global. Et c'est vrai qu'en bioélectronique, on ne s'occupe pas du symptôme. Voilà. Donc quand on regarde le doigt, on passe à côté de beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, sur la généralité, je dirais, de la bioélectronique, du terrain, c'est avoir une vision globale, c'est comprendre
que nous sommes responsables de nos maladies. C'est comprendre qu'on n'attrape pas une maladie, mais qu'on lui permet de se développer. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur un changement de concept, vraiment. Et donc, en l'occurrence, un bioélectronicien ne s'occupe pas de maladie. Quand je t'entendais tout à l'heure dire comment tu fais un diagnostic, on ne fait pas de diagnostic, en fait, en bioélectronique. On va faire un bilan de terrain. On va voir comment le terrain maintient son homéostasie ou pas. Et on va permettre à l'organisme de retrouver son homéostasie. C'est-à-dire que je n'agis pas directement sur le symptôme. Parce que je pars du principe qu'un organisme, c'est extrêmement complexe. On est sur de multiples équilibres. Une vitamine, elle est en équilibre par rapport à une autre. Elle va être assimilable que si à côté il y a telle vitamine, tel oligo, telle enzyme. C'est extrêmement complexe. On a des cascades enzymatiques dans les métabolismes. Tous les systèmes sont corrélés les uns aux autres. Le système hormonal est corrélé au système nerveux, est corrélé au système digestif. Enfin, quand on se penche sur la physiologie, c'est tellement complexe que moi, mais franchement, je me dis, mais comment veux-tu que j'intervienne là-dessus? Parce que si je touche à ça, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas dézinguer tout le reste, quoi? Donc, c'est vraiment avoir de l'humilité. Je veux dire, quand on est bioélectronicien, je crois qu'on a vraiment une humilité par rapport à la vie et au fonctionnement du vivant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si l'organisme est en homéostasie ou pas, et avec les quelques connaissances que j'ai, je vais lui donner des outils pour lui permettre qu'il reprenne la main sur son homéostasie, qu'il se remette en homéostasie. Donc je vais lui donner certaines choses, certains nutriments, ou certaines techniques, ou juste pour qu'il retrouve son homéostasie. Mais en aucun cas, j'interviens directement. C'est-à-dire que quand on s'occupe du symptôme ici, on va bloquer le symptôme. C'est-à-dire que je vais donner un remède, quel qu'il soit, chimique ou alternatif. Hein, parce qu'on a aujourd'hui de la naturopathie qui est pour moi de la médecine alternative. C'est-à-dire qu'on a le même fonctionnement que le médecin. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un médicament, on va donner un complément alimentaire. Mais pour moi, c'est pas de la naturopathie. Ça, c'est pas, en tout cas, certainement pas d'une technique de terrain. Hein. Donc ça, quand je regarde le symptôme, qu'est-ce que je fais? J'empêche l'organisme, c'est-à-dire que je bloque le système d'alerte de mon organisme. Si j'ai un symptôme, plutôt que de stopper le symptôme, d'arrêter, d'endiguer le symptôme, je dois me questionner. Je dois dire pourquoi j'ai mal là. Pourquoi j'ai mal au bout du doigt? C'est pas, effectivement, je peux donner quelque chose pour plus avoir mal. C'est pas la peine d'avoir mal pour rien. Voilà. Donc le bioélectronicien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la cause de la cause de la cause. Parce que de toute façon, si je bloque ça, je sais que dans un mois ou dans 2 mois, ça va ressortir à un autre bout. Je vais avoir mal ailleurs, je vais avoir mal au genou, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir... Et c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, ça veut juste dire que mon corps n'est plus en capacité de garder son homéostasie, de maintenir son homéostasie, et qu'à chaque fois que je vais bloquer un symptôme, ben je vais reculer, je vais enfoncer encore plus l'organisme dans son incapacité à retrouver son homéostasie. Hein? Donc en fait, c'est vraiment s'occuper des causes profondes, mais c'est même pas profond, c'est basique. C'est basique en fait. C'est pH redox. Et c'est tellement simple qu'on a du mal à croire que ça puisse fonctionner. On est parti tellement loin, je dirais même dans la connaissance. On voit des brins d'ADN, on voit des virus, on est sur de la thérapie génique, on est sur des choses extrêmement complexes qu'on a du mal à comprendre qu'en rétablissant en fait une homéostasie, tout ça s'en va. Hein? Donc c'est vraiment redonner le pouvoir à l'organisme vivant et nous se mettre en retrait et laisser faire. Alors, des fois on est obligé d'intervenir.
Je dis quand il y a le feu, on éteint le feu. C'est après, on s'occupe du terrain. Quand vraiment il y a des grosses pathologies, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà la bioélectronique. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est une très bonne réponse. Et donc on peut continuer un peu plus en avant sur la bioélectronique humaine. Oui, voilà. Appliquée à la santé. Alors appliquée à la santé. Donc j'ai un petit peu évoqué comment on va travailler en bioélectronique. En bioélectronique humaine, alors je dirais, comme par hasard, c'est l'humain le plus compliqué. Voilà. Pourquoi c'est le plus compliqué ? Parce qu'il a de multiples émotions, il a un mental souvent qui est très fort, donc il obéit pas forcément au doigt et à l'œil par rapport à ce qu'on va lui proposer. Il a un environnement qui est complexe, parce qu'il a son environnement familial, il a son environnement de travail, il peut avoir aussi... Voilà, par rapport à une plante qui bouge pas, qui est toujours dans le même environnement, par rapport même à un animal, donc en élevage, même si l'animal a des stress, ce sont toujours les mêmes. Voilà, c'est soit là où il est et que ça lui plaît pas, et soit c'est l'éleveur qui lui plaît pas, qui le stresse, etc. Mais le stress est toujours le même. Un humain, il a de multiples stress, pas les mêmes au cours de la journée. Donc voilà, ça c'est compliqué. Au niveau alimentation, il y a de multiples alimentations à mettre en place en fonction des différents tubes digestifs. Tous les tubes digestifs ne se valent pas. On peut naître avec des carences, comme je dis, avec des carences enzymatiques. C'est comme ça, c'est génétique. Donc on est obligé de tenir compte de ça. Et puis après, il y a les goûts et les couleurs. Je veux dire, quand moi, en tant que bioélectronicienne, je vais demander à quelqu'un de manger beaucoup plus de légumes qu'il ne le fait, parce que c'est quelqu'un qui adore les pâtes et qui n'aime pas les légumes, mais que si je veux redresser son terrain, il va falloir qu'il mange des légumes, un petit peu plus compliqué. Voilà. Une vache, si je lui mets une nouvelle ration, si elle veut manger, elle va manger. Voilà. Donc c'est vrai que l'humain, c'est sans doute le plus compliqué. Bon. Après, au niveau de l'humain, comment je vais faire ? Je demande jamais, c'est-à-dire quand vous prenez rendez-vous avec moi pour un bilan bioélectronique, je ne demandais jamais pourquoi et quels étaient les symptômes. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je ne voulais pas être influencée à la lecture de mon bilan. Je ne voulais pas être influencée par ce qu'on pouvait me dire. Et puis, c'était aussi une façon de montrer aux patients la fiabilité et la validité, en fait, de la technique. Parce que quand je déroule plein d'hypothèses avec mes chiffres, et que ces hypothèses, après, vont être validées par le patient, alors que je sais rien de lui, pour son alimentation, voilà, il est bien obligé d'admettre finalement que cette technique est valable. Donc en bioélectronique humaine, on a un protocole qui est très strict. Donc on va toujours travailler sur le sang, la salive et 3 urines. Donc les 3 urines sont prises à 1 heure d'intervalle. Voilà. Tous ces prélèvements se font strictement à jeun, donc le matin. Donc de toute façon, les bilans se font toujours le matin au cabinet du bioélectronicien. Donc pas de salive le soir, quoi, ou pas Non, on ne prend jamais. Il y en a qui ont essayé de me prendre la salive la veille au soir pour ne pas avoir à faire ça le matin. Donc non. La prise de sang est faite par une infirmière, tout est réglementé. Et puis, tous les liquides sont mesurés dans l'instant quasi présent, quoi. Sauf, les urines, évidemment, sont prises à 1 heure d'intervalle, donc on aura toujours un petit décalage. Mais finalement, les urines, c'est ce qui bouge le moins, parce qu'on a l'habitude de dire que les urines sont stériles. Il n'y a pas de bactéries dedans, donc ça bouge pas trop. Alors, pourquoi on prend ces 3 paramètres-là ? Donc, on prend donc sur le sang, la salive et les urines. Donc le sang et les urines, ça va nous donner effectivement les fameux équilibres acido-basiques et oxydoréducteurs. Et donc l'information de l'homéostasie, du maintien de l'homéostasie ou pas, et comment le corps se débrouille pour éliminer ou pas en fait ces déchets. La salive est extrêmement importante puisqu'elle va nous donner des informations précieuses sur le tube digestif. Donc je vais avoir des informations sur l'intestin, donc en particulier sur l'intestin grêle, donc là où se font les digestions, les assimilations, pardon.
Et puis donc la résistivité qui va me donner l'information de la charge en enzymes, donc soit des carences enzymatiques, soit des excès d'enzymes, hein, parce que ça peut être aussi dans les deux sens. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce que on pense pas forcément, c'est que les équilibres acido-basiques sont en lien direct avec ce qu'on mange et ce qui est issu du tube digestif. Alors, juste quand, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, j'entends, et on entend encore ça, que l'acidité, un terrain acide, ça donne le cancer. Alors, je sais pas d'où ça sort ce truc, hein, il y a une phobie par rapport à l'acidité, hein, ce qui est complètement une aberration, quoi. Hein, c'est une aberration. Donc en fait, on mesure ici, oui, voilà, on va mesurer entre le sang et les urines, c'est-à-dire que je dois pouvoir mesurer la capacité urinaire à évacuer les acides qui sont produits lors de la digestion. Parce que ça, c'est physiologique. Le rein est fait, il y a une partie du néphron qui est faite pour évacuer les acides. Enfin, c'est comme ça, donc c'est quelque chose qui est physiologique. Donc moi, je vais être beaucoup plus inquiète si je n'ai pas d'acidité au niveau urinaire. Parce que les organismes, lorsque on digère, on produit des acides qui vont effectivement remonter au niveau du sang, qui vont être en partie évacués par la fonction pulmonaire sur les acides qu'on dit volatiles. Voilà, ça passait par les poumons. Et puis les acides qui sont plus lourds, qui sont pas évacuables, on va dire éliminables par les poumons, vont ressortir ici par le rein. Donc l'équilibre acido-basique est géré par le sang, la respiration et les urines, mais cet équilibre acido-basique est complètement dépendant de ce qu'on mange. Voilà. Donc ceux qui mesurent leurs urines le matin, qui ont des urines acides et se disent « Oh là là, mon Dieu, je vais faire un cancer », et donc qui se gavent de base, donc des citrates, des lithotames, des bicarbonates, etc., pour éliminer leurs urines acides, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. On ne règle pas un équilibre acido-basique en bouffant des bases. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Il faut bien comprendre que si on a de l'acidité qui est excrétée, de une, c'est une bonne chose parce que le rein fait son travail, et de deux, c'est qu'il faut comprendre d'où elle vient cette acidité. Ça veut tout simplement dire que le tube digestif en fournit beaucoup, en produit beaucoup, et donc encore en amont, parce que l'alimentation n'est pas physiologique. D'accord ? C'est comme ça qu'on va réfléchir. Après, quand tu prends du bicarbonate, ben, tu vas être content. Pourquoi ? Parce que le lendemain, tu vas avoir des urines qui sont alcalines. Youpi, j'ai plus de risque. Je peux avoir de cancer, j'ai des urines alcalines. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pisses juste les bases que tu as avalées la veille, quoi. Hein ? Donc il suffit d'arrêter le bicarbonate, puis là tu vas repisser acide derrière. Donc c'est là où on voit qu'on ne règle absolument rien en fonctionnant comme ça. Hein ? On n'est pas sur un fonctionnement binaire. C'est pas parce qu'on avale quelque chose qu'on va régler ce qui se passe au plus profond des cellules. Hein ? L'équilibre acido-basique, il commence même au niveau de la respiration de la cellule, au niveau de la mitochondrie. Tout à l'heure, je parlais des compartiments. On a la cellule, l'intérieur de la cellule avec la respiration cellulaire qui fabrique des acides qui vont être évacués dans le cytoplasme, le cytoplasme qui va évacuer après dans l'extracellulaire, qui va être pris en charge après par le sang, par les urines, etc. C'est les équilibres acido-basiques, ils se font à plein de niveaux. Hein ? Donc c'est pas aussi simple que ça. Donc ça c'était important quand même, je pense à le dire, parce qu'on a il y a des erreurs à mon avis qui sont perpétrées comme ça depuis des années, hein, et qu'il suffit pas de prendre un remède pour régler l'équilibre acido-basique. Il faut vraiment s'attacher ici au système digestif pour régler l'acidité. Hein. Les résistivités sont importantes, donc on va voir concrètement après avec le cas de Manon. Les résistivités sont importantes aussi
pour nous donner des informations donc au niveau du sang, au niveau du tube digestif, je l'ai dit par rapport aux enzymes, et au niveau des reins, pour voir en fait le métabolisme de l'eau. Hein. Alors, donc, comment on fonctionne en bioélectronique? Je vous ai dit, je ne demande pas. Alors, évidemment, il y en a qui prennent rendez-vous en me disant je voudrais un bilan bioélectronique parce que j'ai ça et ça. Bon, bah, quand c'est dit, c'est dit. On ne peut pas faire autrement. Donc des fois j'avais les diagnostics en amont du bilan, mais je fais quand même abstraction des symptômes, parce que tout à l'heure je vous ai expliqué qu'un bioélectronicien ne va pas travailler sur le symptôme, va travailler sur la cause qui va générer le symptôme. Hein. Donc là je vous ai mis deux cas un petit peu différents pour expliquer comment le bioélectronicien va travailler avec un bilan bioélectronique. Donc là, je vais me lever au tableau. Alors, on va regarder un petit peu le bilan de Manon. Donc, c'est vrai qu'elle était venue avec un diagnostic, hein, parce que Manon est migraineuse plus, au point de rester dans le noir, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc Manon est sous traitement médicamenteux, donc on a quand même deux molécules qui lui sont données, donc du triptan qui est ce qu'on nomme un agoniste de sérotonine, donc qui permet de faire fabriquer de la sérotonine, et puis un bêta bloquant, donc qui travaille sur les récepteurs à l'adrénaline. Donc tout ça pour essayer de détendre et faire en sorte qu'elle n'ait plus de migraine. De toute façon, malgré les médicaments, il y a quand même des crises de migraine. Et c'est vrai que Manon est extrêmement fatiguée, relativement jeune, trentaine d'années. Donc c'est quand même très embêtant, effectivement, d'être sous des molécules comme ça, relativement jeune. Donc voilà, donc j'ai pas forcément d'idée, un petit peu quand même, mais bon, je souhaite lui faire un bilan pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce que c'est vrai que préciser que le nom a été changé, mais c'est une personne que tu as réellement eu en consultation. Oui, bien sûr, j'ai changé la dénomination ici, voilà. Donc ce sont des vraies mesures, hein. Je me suis pas. Voilà. Alors. Donc ici on a, je vous ai pas mis, ce sont les pH. Ici ce sont les RH2, et ça donc c'est la colonne des résistivités. Donc j'ai quand même un ensemble de mesures qui va me donner quand même pas mal d'informations. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude, hein, des bilans. Qu'est-ce que je vois tout de suite en premier? Moi c'est ce chiffre-là, le 292. Qui va m'interpeller tout de suite. Donc là, je suis effectivement sur la ligne de la salive, donc sur la résistivité, et ça me donne la concentration, la charge, on va dire plutôt la charge en enzymes du tube digestif, en sachant que la norme étant à 180, je suis à 292, donc ça veut dire que là, Manon a très peu d'enzymes pour digérer en fait ce qu'elle mange. Hein. Donc ça, je sais que j'ai une problématique hépatique, c'est souvent le foie ici qui est en cause. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on apprend quand même que les maux de tête, les migraines sont souvent liés à foie, vésicule biliaire. Donc finalement, extrêmement rapidement, je vais, de mon point de vue de bioélectronicienne, sur la cause de ces migraines. Hein. On va quand même aller voir un petit peu ailleurs. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'ici, au niveau du pH sanguin, on est à 7,33. Les normes sont entre 7,34 et 7,45. Donc déjà, son organisme commence à se décaler doucement au niveau de son homéostasie. Ça veut dire qu'elle n'a pas les nutriments ici pour régler son homéostasie. Elle commence à se décaler. Donc elle est du côté acide. Et puis là, je suis à 28,56 au niveau du RH2. Normalement, on essaye vraiment de ne pas dépasser 24. Donc je suis du côté acide et oxydé. Donc ça me donne une première indication. C'est-à-dire que si elle reste là-dessus, elle peut se déclencher, en fait, une mycose systémique.
parce que là on est au niveau du sang. Donc elle est sur le terrain acide oxydé qui est favorable aux champignons. Donc je ne dis pas qu'elle en a, parce que comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas faire de diagnostic. Je peux juste prédire que si on ne rectifie pas son terrain, elle peut déclencher des champignons, des candidats, etc. Donc ça c'est la première information. La deuxième information, parce que là je sais que son homéostasie, déjà, elle n'a pas de nutriments pour maintenir son homéostasie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'homéostasie ici, le pH, est en partie réglé par les protéines. Il faut savoir que une carence protéique va mettre en acidose au niveau du sang, puisque les protéines font partie des principaux systèmes tampons. Ce qu'on dit rarement, on parle toujours des bases, hein, du calcium ou voilà, comme basique, mais non, les protéines sont un des premiers systèmes tampons. Alors je vais essayer de voir si peut-être Manon a une problématique avec les protéines. Donc je me retrouve ici avec du 234, c'est légèrement haut. Donc le sang qui est un petit peu trop fluide, donc s'il est trop fluide, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choses dedans. Alors ça peut être une carence minérale, ce qui est finalement relativement rare. Par contre, des carences protéiques, il y en a énormément. Puisqu'on est quand même, au jour d'aujourd'hui, vers une tendance végétarienne, on veut amener de plus en plus de monde vers le végétarisme. Moi, je sais que j'ai un discours qui n'est pas forcément en adéquation avec tout ce qui se dit. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Hein. Ça, c'est autre chose. En tout cas, là, moi, je pense qu'effectivement, on a une légère carence protéique qui l'empêche ici de pouvoir rétablir son homéostasie et qui la met ici aussi en oxydation. Voilà, on va la mettre en oxydation. Donc ça, après, j'explique tout ça quand je fais mes stages, j'explique tout ça. Hein, là, je suis pas là pour ça. Mais déjà, là, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'enzyme, donc je pense qu'elle a un foie qui est dans les chaussettes, comme on dit. Elle ne digère pas correctement, puisqu'elle n'a pas d'enzyme pour digérer. Et cette non-digestion, cette mal-digestion, ici, fait décaler complètement tous ses paramètres sanguins. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les nutriments pour rétablir son hémostasie, et en plus, ça la met en difficulté. Hein? Donc je repars toujours de mes enzymes, mine de rien. Je vois ici que, effectivement, j'ai aussi deux paramètres qui sont élevés, et ça veut dire encrassement du système lymphatique. Ce qui me semble logique, vu que, encore, on a un foie qui va pas bien, qui ne détoxifie pas bien, elle assimile pas bien, elle détoxifie pas bien. Hein? Et puis ici, j'ai des résistivités urinaires qui sont très très hautes. Je vais mettre ça sur le compte du bêta-bloquant, en fait, qui bloque l'adrénaline du coup et qui lui fait évacuer beaucoup d'eau. Alors c'est vrai que Manon m'avait dit aussi qu'elle se sentait tout le temps déshydratée. Elle avait tout le temps soif. Et donc là, je lui montre ici ses paramètres. Elle perd son eau. Voilà, mais sans doute à cause du médicament. Donc en aucun cas, je peux lui enlever les médicaments. Voilà, c'est surtout pas notre rôle à nous. Hein. Notre rôle à nous, c'est d'identifier là où les causes pour essayer de remettre en route son organisme. Et puis après, que peut-être elle puisse éviter de prendre des médicaments, c'est bien le but. Si je reprends sur l'équilibre acido-basique, ceux ici qui ne font que des mesures urinaires pour savoir s'ils ont un terrain correct, avec les petites bandelettes de pH là. Donc là, 5,90, 6,75, 7,11, c'est quasi parfait. C'est-à-dire que si Manon, pour évaluer son terrain, n'avait fait que des pH urinaires, elle pouvait considérer que son terrain était parfait. Alors que quand on enlève ça et qu'on regarde, tout le reste est complètement en vrac. Hein. Donc c'est pour ça qu'en bioélectronique, on a vraiment besoin ici de tous ces paramètres-là pour mettre tout ça en corrélation. Hein. Alors qu'est-ce que je vais faire avec Manon? Vous vous rendez compte finalement que pratiquement tout son terrain, tout son bilan dépend de ça.
et donc d'une carence enzymatique. Qui va aller chercher à vérifier si le patient a une carence enzymatique? Pas grand monde. Hein? Manon, elle est allée voir plusieurs thérapeutes. Quand je lui ai dit, c'est le foie. Elle me dit, bah pourtant, j'ai vu plusieurs thérapeutes, j'ai fait plein de drainage du foie, etc. Mais j'ai dit, mais c'est pas d'un drainage qu'il s'agit. C'est d'un ressourcement du foie. Et là, c'est plus du tout la même chose. Il s'agit pas... Le foie, il est engorgé. Pourquoi? Il est engorgé parce qu'il n'a pas les nutriments qu'il faut pour se nettoyer et nettoyer l'organisme. Ces migraines, à Manon, elles ne viennent juste que de cette problématique-là. Pourquoi? Parce que le sang se retrouve chargé de déchets que le foie n'arrive pas à éliminer. Voilà. Donc ça lui donne des maux de tête. Donc en fait, avec Manon, je lui dis, bah, faut qu'on travaille sur le foie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une alimentation spécifique, anti-amines, puisque ce sont les amines qui sont mal détoxiquées dans ces problématiques-là. Et puis, je vais quand même la soutenir avec des compléments alimentaires, donc des enzymes, pour essayer de la recharger en enzymes. Mais surtout, l'alimentation que je vais lui proposer, c'est une alimentation qui va mettre au repos son foie, puisque son foie n'est pas en capacité. Hein, donc il ne faut pas que je surcharge son foie. Mais on est obligé, effectivement, là, de travailler un petit peu sur des enzymes, et je vais lui donner des acides aminés bien spécifiques, bien précis, pour travailler sur son foie. Donc ce premier exemple, c'était pour montrer que quand on a l'habitude, quand le bioélectronicien a l'habitude, je dis souvent, le bioélectronicien, il a un laser. Voilà. Autant il travaille sur de la globalité, autant il a un laser pour travailler. Je suis allée direct là-dessus. Et son problème, il est là. Alors après, son problème, il est là. C'est vrai que ça peut être plus ou moins génétique. On a des déficiences. On peut pas dire qu'on a des carences, on a des déficiences génétiques d'enzymes. Faut juste le savoir, faut juste faire avec. Hein. Donc il y a, parfois, on peut être obligé de se supplémenter assez régulièrement en enzymes. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Quand on est comme ça... Donc voilà. Donc ce premier exemple pour montrer que la fatigue de Manon, je m'en suis pas occupée. Ces migraines, je ne lui ai pas donné un remède anti-migraineux. Je lui ai pas donné de remède pour sa fatigue, parce qu'elle en prenait de la spiruline, etc., qui lui faisait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le problème, il était digestif. Hein. Et puis, je dirais un thérapeute, un naturopathe qui n'a pas ces notions-là, va travailler sur le foie, mais va travailler sur le foie en drainant le foie. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à travailler sur les enzymes. En tout cas, moi, quand j'ai fait ma formation il y a 20 ans, on ne nous apprenait pas ça. Hein. Donc c'est vrai qu'avec ce bilan, on va voir tout de suite là où ça pêche. Et puis, eh ben, même si ici je suis à 28,56, donc je suis très oxydée, donc si je veux avoir une vision symptomatique de la bioélectronique, parce que je peux aussi, je vais donner un antioxydant pour faire baisser le RH2. Je vais donner du lithotame pour réalcaliniser. Je vais donner du sel pour faire tomber... je peux fonctionner comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que là, je ne suis pas sur du redressement de terrain. Là, j'ai une vision du bout du doigt. Voilà. Donc là, hop, je montre effectivement ce que je disais tout à l'heure, je vais montrer la Lune, je vais avoir vraiment une vision globale et je vais essayer de trouver la cause. Hein. Donc voilà. Pour Manon, je vais passer au deuxième cas, juste un... Alors David, effectivement, j'ai changé le prénom aussi, bien évidemment. Et David, en fait, il vient me voir parce qu'il a des maux de ventre. Il a des maux de ventre depuis des années. Il est allé voir en tout, je crois, 3 gastro-entérologues qui ont fait leur travail. Voilà, ils ont fait leur travail. Il a eu des coloscopies, des fibroscopies, des échographies. Ils ont fait leur travail. Mais, effectivement, il n'y avait rien. Parce que les organes en eux-mêmes fonctionnent. Il n'avait pas de polype, il n'avait rien, quoi. Mais il se plaignait tout le temps. Alors, le drame,
de David, c'est qu'on lui a dit, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et donc il est venu complètement désemparé, en me disant, ben, je sais bien ce que je ressens. Pourtant, j'ai mal au ventre, quoi. Je dis, bon, on va faire le bilan, et puis on va voir ce qui se passe. Alors David, il était jeune aussi, hein, à peine 30 ans. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vois? Là aussi, donc j'ai un œil quand même avisé. Qu'est-ce que je vois ici? Tac, mon 14 ici, là. Je suis à 14. Il faut essayer de ne pas descendre en dessous de 20. Donc je suis à 14. Toujours au niveau du tube digestif. Et ça représente l'intestin grêle. Donc qu'est-ce que je vois? Que j'ai des fermentations dans l'intestin grêle. L'intestin grêle ne doit pas fermenter. Il doit assimiler, je dois avoir des enzymes, mais je ne dois pas fermenter. Et là, la première chose que je lui dis à David, c'est ben moi je vous crois. Moi je sais. Moi je crois que vous avez mal au ventre. Et en fait, vos maux de ventre viennent ici des fermentations que vous avez au niveau de l'intestin grêle. Hein. Donc ça, c'est la première chose que je vois. Là aussi, je me retrouve sur des résistivités qui sont très très hautes. Pourtant, lui, il n'a pas de bêta-bloquant. Donc, il perd énormément d'eau. Ici, j'ai une résistivité qui est très haute, 286. C'est très très haut, avec du 750. Là, il est en alcalose plus. Hein. Enfin, il a un bilan qui est, pour son âge, qui est complètement décalé. Donc ça, carence protéique. Carence protéique, ça je le vois tout de suite, hein, plus. Validé parce qu'il me dira sur son alimentation, donc il n'en mange pas. Donc je le vois tout de suite. Hein. Et puis sa carence protéique, là du coup, pour l'instant, le met en alcalose. Ce que je vois aussi par rapport à tous mes RH2 ici, moi je vais dire qu'il est en inflammation. Il a un terrain inflammatoire. Hein. Donc je ne vais pas détailler là non plus. Hein, donc je vois qu'il a un terrain inflammatoire, il est dénutri, il fermente. Et puis là, j'arrive ici à 7,32. Donc c'est quand même un petit peu haut. Il faut essayer quand même de ne pas dépasser 7,10. C'est vraiment le maximum à ne pas dépasser. Donc là, il perd des bases, mais en même temps, il en a là. Donc là, il a un système acido-basique qui fonctionne. Il a trop de bases, donc il les évacue. Donc ça, c'est pas forcément négatif. Le négatif, c'est ça. Ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec David? Ben déjà, je vais lui demander comment il mange. Donc déjà, je le rassure, parce que je dis, mais moi, je vous crois, que vous ayez mal au ventre, je vous crois. Voilà, parce que je le vois. Et donc là, je peux t'assurer, Martin, que ça fait énormément de bien à un patient quand un thérapeute dit « je vous crois ». Parce qu'ils sont passés de cabinet en cabinet, on dit bah, « j'ai fait tous les examens possibles et imaginables et vous n'avez rien hein ». Donc c'est terrible hein, quand on a des symptômes. Donc avec David, bah, je lui ai demandé ce qu'il mange. Essentiellement des féculents. Il mange essentiellement des féculents à base de riz. Donc c'est du lait de riz, des galettes de riz, enfin du riz, matin, midi, soir. Enfin, je suis assez impressionnée. Donc j'ai dit bon ben là je suis désolée, mais il va falloir faire un réglage alimentaire. Hein. Pourquoi? Parce que l'excès de féculents, finalement, le met en fermentation. Le met en fermentation pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de trop. Et à ce moment-là, il développe une flore pour prendre en charge l'excès de sucre. Donc tu peux assimiler ça à un excès de sucre comme quelqu'un qui se gaverait de sucrerie, ouais. du point de vue redox pH. C'est ça. C'est un excès par rapport à ce qui est capable d'assimiler le tube digestif. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'homéostasie par rapport au pH, au redox, etc. On peut parler aussi d'une certaine homéostasie. C'est pas vraiment une homéostasie, mais on doit avoir des équilibres alimentaires. Voilà. Au niveau du compost, on parle du C sur N. Et ben, dans notre tube digestif, c'est pareil. On doit avoir un ratio C sur N. On ne peut pas fonctionner qu'avec des sucres ou qu'avec des féculents ou qu'avec des protéines. On a besoin, le tube digestif du mammifère et de l'humain est omnivore. Ça veut dire qu'on a besoin d'apporter un petit peu de tout dans des proportions bien particulières. Donc là,
David il était tout simplement en excès dans son alimentation qui a généré le développement d'une fleur pour prendre en charge, et donc il s'est mis en fermentation, ce qui lui a généré en fait ces maux de ventre épicimés. Et donc, comme il mange que des féculents, il se retrouve sans protéines. Voilà. Et bien souvent, quand on a ici un excès de fermentation au niveau du tube digestif, on a souvent un excès de sucre avec une carence protéique. C'est très très souvent lié. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne mangent pas de protéines vont manger plus de féculents, effectivement, pour ne pas avoir faim. Hein, on parle bien de sucre lent pour repousser la sensation de faim. En attendant, on décale ici complètement le terrain. Hein. Donc en fait, David, lui, se trouve sur un terrain qui va être alcalin, réduit, et donc il va être favorable au développement bactérien. Donc lui, il peut développer des staphylocoques, des streptocoques. Il a le terrain qu'il faut si on ne modifie pas en fait tout ça. Alors, ces deux exemples pour montrer à chaque fois, quand même, on a une problématique digestive. C'est-à-dire que le terrain est bien lié à ce qu'on mange. Donc il faut une alimentation que je dis physiologique pour pouvoir maintenir le terrain. Quand on n'a pas une alimentation physiologique, ici, l'organisme va faire tout ce qu'il peut pour maintenir son homéostasie. S'il reçoit sans arrêt des bases ou des acides, il va se prendre dans ces nutriments pour essayer de réguler. Mais à chaque fois, ça nécessite effectivement des pompes. Hein. Et ça, on le voit très bien au niveau des plantes, puisqu'il se passe exactement la même chose. Et si on fait intervenir des pompes ATP, de toute façon, on va mettre en oxydation. Hein, on va dépenser de l'énergie. Et donc, ces gens-là, qui sont tout le temps en train de réguler, sont fatigués. D'accord ? Et donc, pour David, tu préconiserais quoi comme nouveau régime dans ce cas-là ? J'ai diminué drastiquement ces féculents. Et surtout, je lui ai demandé de remanger des protéines animales pour rééquilibrer, en fait, l'apport protéique sucre. Pour éliminer, donc du coup, je vais automatiquement modifier sa flore parce qu'elles n'auront plus rien à manger. Donc là, pas de probiotiques. Parce que là, les probiotiques, c'est à tout va. Hein. C'est tout le monde s'y met. Hein. Maintenant, c'est probiotique, hein, c'est le remède universel. Non, là, j'en ai trop. Attention, j'en ai trop de bactéries. Et c'est vrai que quand on fait un bilan bioélectronique, on va pouvoir, savoir si on doit donner des probiotiques ou pas. Dans la plupart des cas, en tout cas dans les dernières années de libéral que je faisais, les derniers bilans, j'avais 8 cas sur 10, on était en excès de fermentation. Voilà. Donc les probiotiques ne sont absolument pas justifiés. On met des probiotiques là-dessus, on fait flamber, en fait, l'intestin. Parce qu'on en rajoute. Hein. Donc c'est vrai que le bilan bioélectronique permet aussi aux thérapeutes de ne pas faire de bêtises. Voilà. Déjà, d'une, de cibler la problématique, et deux, de ne pas faire de bêtises, de ne pas donner, parce que les compléments alimentaires sont actifs. Faut pas croire que c'est pas actif. Donc David, voilà, je lui ai demandé de remanger de la protéine et de lever le pied sérieusement sur tous les féculents, ce qu'il a fait, hein, parce que de toute façon il était tellement mal qu'il a été, vraiment il s'est rétabli très très vite, quoi. Il m'avait renvoyé un mail pour me dire mais je vais beaucoup mieux, avec peu de choses. La plupart du temps, quand je fais du réglage alimentaire, quand je fais un bilan bioélectronique, je commence par un réglage alimentaire avant de donner des compléments alimentaires. Donc en plus, je vais faire des économies aux patients. Donc on fait d'abord un réglage alimentaire et si ça va pas mieux, on va proposer des compléments alimentaires. Ou bon, on a vu pour Manon, elle était tellement haute ici, elle avait tellement peu d'enzymes que d'emblée je lui en ai donné. Hein, parce qu'il y a des fois où les gens vont vraiment pas bien. Voilà. Donc tout ça, ce cas-là, il est quand même, il est assez intéressant parce que il serait resté dans le circuit classique, hein, il n'en serait pas sorti parce qu'on ne voyait rien.
Et on ne peut pas remettre ça en cause parce qu'ils ont des outils pour voir des choses. Mais quand avec ces outils-là, on ne voit rien, bon, enfin de dire qu'il a rien, c'est autre chose, mais voilà, on ne peut pas tout déterminer. Hein. Et donc là, ben, avec la bioélectronique, on va voir, souvent ce que je dis, c'est on voit des choses qu'on ne peut pas voir autrement, parce que tout simplement, on n'y pense pas et on ne pense pas à le mesurer. Après, avec des outils classiques, mesurer des fermentations, je ne sais pas si ça existe. Là, on a notre électrode de redox qui est quand même vraiment adaptée pour mesurer des fermentations. Hein. J'ai des questions. Alors, ben, vas-y. Et donc, il y a quand même une nouvelle mode, on en a parlé un peu, c'est être végétarien. Les végétariens compensent la protéine animale par de la protéine végétale. Et sur un bilan, ça donne quoi en fait? Donc il y avait de légumineuses par exemple. C'est ça. Compenser le steak qu'on n'ingère plus. Voilà. Donc la légumineuse fait partie des féculents. Donc déjà, on va basculer du côté des sucres. Hein, donc souvent c'est ce qu'on me disait. Hein, oui, mais il faut associer une céréale avec une légumineuse pour avoir toutes les protéines. Alors j'ai dit d'une, c'est les 8 acides aminés essentiels, mais toutes les protéines, ça ne veut pas dire en quantité suffisante. Ça, c'est une notion extrêmement importante. C'est pas parce qu'on les a toutes que ça suffit. Hein. Et puis surtout, en mangeant céréales plus légumineuses, on a une alimentation basée quand même sur les sucres. Et ça, on n'est pas fait pour ça. Alors, ça va se manifester comment? Ça va se manifester ici, où je vais avoir des résistivités qui sont très hautes. Alors, je vais commencer par éliminer beaucoup d'eau. Voilà. Donc, je peux aussi me déshydrater. Je vais me retrouver sur des fermentations. Donc, c'est des gens qui ont facilement des gaz. Mais du coup, ça fait tellement longtemps qu'ils pensent que c'est normal. Mais non. Un intestin qui va bien, c'est un intestin silencieux. Hein, c'est Tati Lower, ça disait pas plus de 5 paix par jour. Donc, à partir du moment où il y a plus de 5, ça veut dire que l'intestin ne va pas bien, donc ça veut dire que ça fermente quelque part. Donc si ça fermente, c'est que l'alimentation n'est pas physiologique. Alors, un végétarien, il va commencer ici par de l'alcalose, parce que ça manque d'acidité, parce qu'on a l'habitude de dire que les protéines acidifient. Oui, ça apporte des protons, c'est vrai. Mais ça permet de maintenir, en fait, ici, le pH. Donc au départ, quand on a... donc là, c'est vraiment le cas de David, hein, pas suffisamment de protéines. Donc du coup, je me retrouve sur de l'alcalose. Au fil du temps, les végétariens sont en acidose partout. J'ai vraiment de l'acidité partout et j'ai de l'oxydation, ici, au niveau du RH2. Ce sont des personnes qui sont oxydées, ce qui en soi une aberration, puisqu'ils mangent quand même des légumes riches en antioxydants. Donc c'est là où on voit que c'est pas de cause à effet. C'est pas parce que tu manges des légumes riches en antioxydants que tu n'es pas oxydé. Voilà. Et donc c'est vraiment ici la protéine, donc les acides aminés. On a 3 acides aminés qui constituent en fait le L-glutathion. Le L-glutathion qui est l'antioxydant majeur, aussi bien pour l'humain que pour l'animal que pour la plante, c'est pareil. Et par cette carence d'acides aminés, je ne peux pas fabriquer mon glutathion et je me retrouve oxydé, donc avec des radicaux libres. Donc un végétarien n'est absolument pas prémuni du tout de l'oxydation. Donc en règle générale, c'est ça. Je me retrouve sur de l'acidité partout, sur de l'oxydation, sur des fermentations, et ici, sur des résistivités très très hautes, donc avec une fatigue du rein. Donc c'est vrai que souvent, bon, c'est vrai que j'ai appris à repérer les bilans de végétariens très vite, donc je le disais assez rapidement. Hein. Pour moi, il y a une carence protéique et à chaque fois, c'était validé par le patient qui me disait, bah oui, effectivement, je mange plus de protéines depuis. Quelle solution on a? C'est soit effectivement le patient, au vu de ses résultats, accepte de réintégrer un petit peu de protéines dans son alimentation, soit après on supplémente avec des poudres protéinées,
Ce qui, moi, m'ennuie. J'aime pas du tout faire ça, puisque voilà, l'alimentation est là quand même pour nous nourrir, hein, et pour permettre de garder notre homéostasie. Hein. En tout cas, avec un bilan comme ça, David, là, c'est un candidat à de multiples maladies. Hein. Et ta vision sur les fruits, parce qu'on dit, 5 fruits et légumes par jour, même si je sais que c'est un propos qui est vraiment critiquable, il y en a, ils disent, 5 fruits alors. Voire 10 fruits et plus que des fruits, parce qu'on était des singes, on était arboricoles, donc c'est régime, tout ce qui se rapproche du régime Norman Walker, avec des jus de légumes et beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que tu penses de la même manière que je pourrais boire un litre de coca, je vais manger 8 pommes et 6 poires par jour, quoi. Donc le fruit, c'est l'aliment c'est un aliment qui est riche en fructose, donc c'est le sucre du fruit. Et on a au niveau de l'intestin grêle une toute petite capacité à assimiler le fructose. Et donc il faut savoir que c'est le fructose qui graisse le plus le foie. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en stéatose hépatique, donc vulgairement, c'est pas vulgairement, mais un foie gras. Voilà, stéatose hépatique, c'est le foie gras, en mangeant des fruits. Hein. Alors, ça a été repéré aux États-Unis, donc ils nous ont sorti le syndrome NASH, N-A-S-H, pour ceux qui ont pu voir ce sigle-là passer. Le syndrome NASH, c'est quoi? C'est du foie gras. C'est les sodas, les coca, mais tous les sodas, des féculents, donc les pizzas, les McDo, etc. Donc on voit bien qu'un foie gras va être causé par un excès de sucre. Donc, trop de fruits. Alors, c'est vrai que les 5 fruits et légumes par jour, ça a été une aberration parce que c'est plus facile de manger 5 fruits que 5 légumes. Donc, certaines personnes se sont dit, je vais manger 5 fruits, comme ça, je vais préserver ma santé. Là, j'aurais mes 5 fruits. Je peut-être pas les 5 légumes, mais j'aurais mes 5 fruits. Et en fait, ils ont fait énormément de bêtises. Voilà. Ils se sont retrouvés, d'une part, avec des fermentations, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui ne peut pas être pris en charge au niveau du grêle est envoyé fermenter dans le côlon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le fruit n'est pas pris en charge au niveau du grêle, parce qu'il y en a de trop, une fois de plus, il y en a de trop, hop, c'est envoyé à fermenter. Et quand il y a trop de fermentation, en fait, on a une production d'acides gras, triglycérides, qui sont stockés au niveau du foie. Souvent, avec mes patients, je disais, mais avec quoi, qu'est-ce qu'on donne à manger au canard pour faire du foie gras? Du maïs. Et du maïs, c'est un sucre. Donc c'était juste pour faire comprendre qu'on faisait du gras avec du sucre et qu'on faisait du foie gras avec du sucre. Hein. Donc, une alimentation exclusive de fruits, pour moi, c'est une aberration physiologique. Voilà, de par ça, ces problématiques-là, et puis surtout de la protéine. Je veux dire, on n'a pas un système digestif qui est fait. C'est comme ça. Pour extraire, il y a quand même très peu de protéines dans les fruits. Voilà. Après, dire que les singes, etc., ils mangent pas que des fruits, c'est pas vrai. Ils mangent pas que des fruits. Ils mangent des insectes. Déjà, donc ils ont quand même un apport protéique. À mon avis, c'est pas forcément bon pour la santé d'avoir une alimentation exclusive. Voilà, avec des évictions. On va faire des évictions pour mettre au repos le tube digestif. Mais après, on va essayer de retrouver une alimentation, diversifiée. Faut manger, on dit, il faut manger un petit peu de tout. Après, il y en a qui ont des allergies, donc on va pas, donc on enlève les allergies. Mais on ne doit pas avoir une alimentation exclusive. Je pense pas que... De toute façon, à partir du moment où elle n'est pas physiologique, ça va épuiser l'organisme, qui va s'épuiser, en fait, essayer de réguler, de retrouver son homéostasie en permanence. Hein. Et en pensant, c'est vrai, en pensant bien faire, en fait, on décale son terrain et on devient propice aux pathologies. Et la cuisson est en oxydation. Toujours dans les régimes alternatifs, on propose beaucoup le crudivorisme. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, le crudivorisme, ça va dépendre de l'état du tube digestif. Voilà, il faut beaucoup d'enzymes, en fait, pour digérer le cru, même si dans le cru, il y a des enzymes qui sont apportées.
Mais comme on mange tout cru, ça réclame énormément d'enzymes. Ce que je voulais dire aussi sur les légumineuses, il faut savoir que pour extraire les protéines, la protéine végétale, il faut beaucoup plus d'enzymes que d'extraire de la protéine du monde animal. Donc du coup, on peut se carencer en enzymes en mangeant beaucoup de légumineuses. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple le soja en Asie, le soja est beaucoup fermenté. On prend les pâtes de miso, enfin les sauces soja, etc. C'est du soja qui est fermenté, puisque la fermentation apporte en fait des enzymes. Hein. Alors franchement, ça dépend. Ça dépend. Je peux pas trop me prononcer. C'est en faisant un bilan que je vais dire à la personne si oui ou non ça lui convient. Voilà. Et que si ça lui convient pas, j'ai vu un jour un monsieur qui mangeait jusqu'à 300 grammes de viande crue par jour. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et il avait ces deux résistivités-là qui étaient très 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 hautes. Donc il n'était pas carencé en protéines. Sauf que son foie était complètement à la ramasse. Voilà, il pouvait pas, le foie n'arrivait pas en fait à digérer cet excès de protéines. Et c'est comme s'il se retrouvait carencé en protéines, parce que son foie ne métabolisait pas, en fait, la protéine par excès. Et d'un point de vue bioélectronique, je me retrouvais sur une carence protéique, mais c'était à cause du foie qui n'arrivait pas à métaboliser l'excès. Hein. Donc, en première intention, quand on arrive avec un régime spécifique, moi je dis rien. Une fois de plus, c'est vraiment la mesure qui va après me faire donner tel ou tel conseil. Moi, ça m'est arrivé une fois, je me souviens très bien, une dame qui était végétarienne depuis 30 ans, du groupe O+, donc normalement le groupe O doit plus manger de protéines animales. Elle avait un bilan quasi parfait. Et donc là, elle me dit, bah, dites-moi comment il faut que je mange. J'ai dit, bah, continuez. J'allais pas tout bousculer son alimentation, juste parce que j'avais envie qu'elle mange des protéines. D'accord ? Je me suis dit, moi, votre bilan, ça veut dire que votre corps, il se débrouille très bien. Vous gérez parfaitement vos apports. Et ben, continuez comme ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, une fois de plus, ce que je disais au début de la conférence, la bioélectronique, c'est d'abord des mesures. Et des mesures, on en extrait des informations et après, des préconisations. Mais on commence par la mesure. Hein. J'ai pas d'idée préconçue, en fait, sur les régimes alimentaires. À part qu'il faut manger un petit peu de tout, que parfois on va mettre en place des évictions. On a vu tout à l'heure avec Manon, j'ai enlevé les aliments qui étaient riches en amines, mais sur un certain temps. Hein. Et puis après, on refait un bilan pour voir comment l'organisme s'est débrouillé, s'il a rétabli son homéostasie ou pas. Mais que le Covid, on ne l'attrape pas, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas l'attraper, on va lui permettre de se développer. Voilà, c'est parce que moi, mes paramètres bioélectroniques sont décalés, ne sont plus en homéostasie, mon corps n'est pas en homéostasie. Et à ce moment-là, même tout le monde le respire, le Covid. C'est-à-dire que je ne mets pas en doute le virus. Je sais bien qu'il est là. Mais comment peut-on imaginer qu'on vive dans un environnement stérile ? Enfin, je veux dire, il y a de tout là qui flotte. Il y a un petit peu de tout partout. Hein. Donc en permanence, on respire. Mais heureusement qu'on a d'une part un système immunitaire, et puis quand on est en parfaite santé, donc c'est-à-dire quand on a une homéostasie parfaite, quand le micro-organisme arrive au niveau du sang, parce que ça passe effectivement par les poumons et ça arrive au niveau du sang, un virus, alors là il me faudrait du 734, hein, un virus qui arrive sur du sang à 734 et à 22, il ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il a besoin d'oxydation pour aller plus loin. Il a besoin d'alcalose et d'oxydation. Par contre ici, David, avec son 750, et s'il était à 28 ici, lui, je lui disais, oui, là, il y a un risque. Là, il y a un risque d'avoir le Covid. Hein. Et c'est pour tous les virus, c'est pareil. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que
notre rôle, à nous, patients, c'est de maintenir notre terrain coûte que coûte à l'homéostasie pour éviter de tomber malade. Et qu'à partir du moment où on tombe, entre guillemets, on tombe malade, c'est que en amont, on avait des paramètres qui n'étaient pas bons. Hein. Donc notre rôle, c'est ça, c'est de maintenir à tout prix notre bonne santé, notre homéostasie, et à ce moment-là, on ne peut pas être malade. D'ailleurs, juste quand même, cette histoire-là, souvent, c'est ce que j'ai dit là un petit peu autour de moi, parce que ça a tellement fait peur aux gens, cette histoire de Covid, c'est dans une famille, quand il y a un enfant qui revient de l'école avec la grippe, s'ils sont 5 dans la famille, les 5 n'attrapent pas la grippe. Maman, elle s'occupe du petit, il lui tousse dessus, il a tchoum sur sa maman, et pourtant la maman ne tombe pas malade. Donc il faut vraiment repenser ce concept de contagiosité. La contagiosité, elle n'est possible que si le terrain est décalé. Voilà. Donc je ne dis pas qu'on ne le respire pas, mais on a dans notre organisme des mécanismes qui font que c'est impossible qu'il aille plus loin. Hein, et à ce moment-là, notre système immunitaire l'élimine. Voilà. Pour le Covid et pour les futurs virus qui vont arriver, parce que je pense que vu les changements climatiques auxquels on est soumis, si on reprend cette notion de terrain, avec les changements climatiques, on va avoir des modifications de pH redox de l'environnement, ce qui va favoriser le développement de virus ou de bactéries, ou je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Et donc là, à nous d'être d'autant plus vigilants sur notre terrain, parce que l'environnement, c'est comme ça, il va changer, on est dedans. Hein, donc on ne peut pas faire machine arrière. Donc des virus, il y en aura tout le temps, des bactéries, il y en aura tout le temps. C'est à nous de maintenir notre terrain pour éviter d'être soumis effectivement à ces infections. Donc il faut vraiment, tout à l'heure je disais, il faut vraiment opérer un changement de paradigme, c'est un changement de vision, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du symptôme, on recentre les choses sur soi, voilà, et c'est à moi de faire attention pour éviter d'être soumis à tout ce qui m'entoure. Hein. Alors, on va aussi utiliser la bioélectronique, enfin c'est d'abord finalement une technique de prévention. Je proposais à mes patients, donc c'est vrai que j'ai des patients qui m'ont suivi du début à la fin, donc qui venaient se faire un bilan tous les 6 mois pour faire attention à leur terrain. Donc eux, ils avaient vraiment compris l'intérêt de la bioélectronique. Hein. Et c'est comme ça que finalement, quand on connaît le patient et quand on connaît son terrain, c'est là où on va voir le décalage du terrain et on va pouvoir rectifier tout de suite, hein, justement, pour éviter les grosses pathologies. Alors, je vous ai mis un exemple ici de Paul, là, donc j'ai changé le prénom là aussi bien évidemment, qui vient me voir pour faire son bilan, parce qu'elle avait entendu parler de bioélectronique et voulait connaître son terrain. J'arrive sur ce genre de paramètres. Donc en fait ici, à part ici, je vais considérer que je suis en alcalose partout. Donc après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au premier coup d'œil, je vois, donc je suis à 7,48. En général, j'aime pas trop. Puis j'arrive à 7,15 ici. Donc je dis, je suis en alcalose partout. Alors c'est vrai qu'en même temps, ça peut être normal. J'élimine mon alcalin, j'élimine mes bases. Je suis quand même ici, aussi en oxydation, 26-29. Donc je suis alcalin oxydé. Bon, c'est pas forcément tip top, avec du 19 ici. Et puis tout à l'heure, ce que je disais donc, par rapport à la bioélectronique rénovée, je vais plus regarder, enfin c'est pas que je vais plus, mais je vais aussi regarder la dynamique entre les chiffres, donc à l'horizontale et à la verticale. Et donc en fait là je vois que j'ai un problème ici, parce que là je suis à 6,79 et 20,
Et là, je suis à 7,15 et 19. C'est-à-dire que mon RH2, il baisse, alors que mon pH, il monte. Et ça ne doit pas être comme ça. Donc là, ici, j'ai un premier dysfonctionnement qui me gêne. Ici, j'ai un autre. Donc ici, je suis à 211, qui est un paramètre parfait, avec 2 paramètres complètement, comment dire, en dehors des clous. Donc ça, je sais que c'est pas normal. Ici, je suis à 293, donc là aussi, ça va pas du tout. Donc je sais qu'au niveau hépatique, ça va pas du tout, alors que j'ai 2 paramètres parfaits ici. Donc finalement, ce qui m'interpelle le plus dans ce bilan-là, ce sont les incohérences. Si je prenais paramètre par paramètre, je pourrais dire, bon, ça c'est ok, c'est parfait, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais en fait, c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est je regarde la globalité, je vois que j'ai des incohérences, et en plus, je vois qu'il y a des choses qui me titillent. Parce que l'alcalose, j'aime pas. L'acidose, elle me gêne pas du tout. Parce que je sais que c'est physiologique, l'alcalose, j'aime pas. Donc je commence quand même à poser des questions ici à Paul, un petit peu. Alors, effectivement, elle mange pas de protéines. Donc j'ai dit, bon, d'accord, donc ça peut me justifier ça. Je trouve ça bizarre parce que du coup, je devrais être plus bas ici. Enfin, il y a quelque chose qui me titille. Voilà. Et puis, mange pas de protéines, je devrais pas avoir ça. Je devrais avoir un chiffre beaucoup plus haut. Donc, je continue finalement mes questions. Et puis, donc en fait, le patient, il voit bien que je cherche. Donc il y en a qui sont quand même un petit peu à l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, écoutez, votre terrain, il va pas, il y a quelque chose qui me gêne, c'est pas cohérent, je trouve que c'est pas top comme terrain. Voilà, je cherche. Je dis, c'est l'alcalose qui me gêne énormément. Voilà, ça me dérange. Ah, bah je prends beaucoup de bicarbonate. J'ai dit, ah bon? Mais j'ai dit, mais pourquoi vous prenez du bicarbonate? Ben, c'est mon médecin qui m'a dit, parce que j'ai un souci, j'ai des marqueurs. Donc j'ai fait un cancer du sein il y a quelques années. Et j'ai un marqueur qui remonte. J'ai dit, bah oui. J'ai dit, bon, ben là, je comprends pourquoi il me titille votre terrain. Parce qu'en fait, l'alcalose ici va venir dire, en fait, la problématique cancéreuse. Hein. Et puis l'incohérence aussi. Et donc là, j'ai dit, bah, écoutez, je pense que ce ne sont pas les bicarbonates qui alcalinisent autant le sang que les urines. Je vous conseille vivement de reprendre contact avec l'oncologue et de faire des examens un petit peu plus poussés. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne pouvais pas aller plus loin en tant que bioélectronicienne. J'ai reçu un mail 3 semaines après qui me disait que mes soupçons de maladie étaient validés, puisqu'elle était sur des métastases osseuses, donc, dégradation du calcium que sans doute je retrouvais ici, et sur des métastases hépatiques. Et donc là, du coup, je comprends ici pourquoi mon chiffre était très élevé. Hein. Alors, il aurait fallu qu'elle vienne beaucoup plus tôt pour que je fasse de la prévention. Voilà. Bon, c'est comme ça. En tout cas, on a peut-être gagné quelques semaines, voire quelques mois. Elle n'aurait pas fait son bilan. Je ne sais pas si elle aurait été aussi active pour retourner voir les spécialistes, refaire, voilà. Donc je pense qu'on a gagné un petit peu de temps. Et c'est vrai que j'ai un autre cas d'une dame que je suivais depuis des années et des années. Elle a basculé un jour ici à 7,46, alors que la norme haute est 7,45. Mais connaissant son bilan, connaissant son terrain, je suis intervenue tout de suite. Vraiment, j'ai mes petites lumières rouges qui se sont allumées. Je dis, ça me gêne. Voilà. Donc, elle aussi, on envoie vers le médecin. Et effectivement, il y avait un processus cancéreux qui débutait, hein, qui a été régulé très très vite. Là, ça n'a pas été plus loin. Parce que là, ça a été pris très très vite. Hein. Mais ça, c'est des personnes qui faisaient leur bilan régulièrement. Donc là, on peut quand même être dans le domaine de la prévention. Pourquoi ? Parce que ces problématiques de cancer, au début, sont asymptomatiques. Il n'y a pas de symptômes. Donc les gens, ils ne sentent rien. Souvent. Hein. Et une fois de plus, c'est bien parce que le terrain se décale
qu'au bout de quelques années, je me retrouve en maladie. Souvent, ce que je disais à mes patients, c'est pas la maladie qui vous tombe dessus, c'est le diagnostic. Voilà, parce que ça fait longtemps que ça ne va pas, que votre corps essaye de retrouver son homéostasie, mais n'y arrive pas. Et c'est parce que vous êtes décalé au niveau de votre homéostasie qu'il finit par tomber malade, parce qu'il n'en peut plus. C'est-à-dire que quand on a une maladie, le corps est à bout. Il n'en peut plus. Donc ça ne tombe pas dessus. Une fois de plus, la maladie ne tombe pas dessus. C'est juste l'aboutissement final là, de longues années de dysfonctionnement. Et donc c'est vrai que quand on fait des bilans comme ça régulièrement, même un par an, on va se prémunir en fait des maladies graves et pas graves. Hein, on a vu tout à l'heure par rapport au virus, mais toutes ces pathologies-là de dégénérescence, en fait c'est la dégénérescence, on va pouvoir s'en prémunir en prenant soin de soi et en rétablissant les décalages au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une technique de prévention. Hein. Et c'est vrai que pour le sol, c'est pareil. Pour le sol, si on fait des mesures de sol qui sont décalées, si on veut éviter que la plante récupère des maladies l'été, par exemple, on va en amont, avant d'arriver à la floraison, on va modifier les paramètres du sol pour s'assurer que la plante ait tout ce qu'il faut pour maintenir son homéostasie. Hein. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai dit aujourd'hui sur l'humain s'applique aux plantes, au sol et aux animaux. On est vraiment sur les mêmes outils, sur la même logique et pratiquement sur les mêmes préconisations. Hein. Donc voilà toute la magie, je dirais, de la bioélectronique.